Dans l'univers, les galaxies entrent en collision à 435 000 km/h. Tout est totalement anéanti. Un jour, la même chose se produira dans notre Voie lactée. Pour comprendre les galaxies, il faut comprendre la collision des galaxies. Car l'événement le plus violent de l'univers est la collision de deux galaxies. Les collisions. À échelle humaine, elles sont violentes et laissent dans leur sillage le chaos et la destruction. Plus la collision est violente, plus les dégâts sont considérables. Et dès que l'on quitte la planète Terre, l'échelle des collisions augmente considérablement. Des galaxies se percutent. Des trous noirs fusionnent, entraînant des feux d'artifice funestes. Même notre galaxie avance inexorablement vers sa voisine la plus proche, Andromède. Les astronomes pensent que ces interactions violentes sont à l'origine de l'évolution de l'univers. Ce n'est pas simplement l'évolution normale de l'univers qui conduit aux événements que l'on voit et qui façonnent la nature du cosmos dans lequel on vit. Ce sont aussi les collisions occasionnelles entre deux galaxies, deux trous noirs ou deux étoiles. Pour que les choses s'ordonnent dans l'univers, il a fallu que les choses se désordonnent. Comment sait-on que ces collisions existent et qu'impliquent-elles pour l'avenir de notre planète? Les technologies d'aujourd'hui nous permettent d'observer ces phénomènes comme jamais auparavant et de comprendre leurs répercussions. Et chaque collision permet d'approfondir nos connaissances et de modifier notre compréhension de l'univers. La plus grande collision imaginable se produit entre les objets les plus massifs de l'univers, les galaxies. Une collision galactique évoque des images de destruction inégalées. Des étoiles pulvérisées, des planètes détruites, toute forme de vie réduite à néant. Mais que se passe-t-il réellement quand deux galaxies se rencontrent? Pour comprendre la collision des galaxies, il faut comprendre la dimension et la composition d'une galaxie. Un amas de gaz, de poussière, de planètes et d'étoiles. Beaucoup d'étoiles. Une galaxie est comme une ville d'étoiles. C'est un groupe de 200 milliards d'étoiles qui restent solidaires pendant des milliards d'années, maintenus par une gravitation mutuelle collective. Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 100 à 200 milliards d'étoiles et mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre, d'un côté du disque à l'autre. On pourrait donc traverser la Voie lactée en voyageant pendant 100 000 années-lumière. Mais que représente une année-lumière? Une année-lumière est tout simplement la distance que la lumière parcourt en une année. La lumière voyage à une vitesse extraordinaire, 300 000 km par seconde. Si on multiplie ce chiffre par le nombre de secondes dans une année, on obtient environ 10 000 milliards de kilomètres. Les distances en astronomie sont tellement énormes qu'on doit utiliser les années-lumière pour mesurer la distance rien qu'entre les étoiles. Un rayon de lumière qui voyage à 300 000 km par seconde mettrait donc 100 000 ans à traverser notre galaxie. Pendant les 4,5 milliards d'années de sa vie, le Soleil n'a fait le tour de la Voie lactée que 20 fois. Malgré ces distances immenses, les objets se percutent régulièrement dans l'univers, depuis les premières années de son existence. Les galaxies dans notre univers ont commencé à se former des centaines de millions d'années après le Big Bang, lorsque des amas d'étoiles et de gaz interstellaires ont fusionné sous l'effet de la gravitation. Ces premières galaxies étaient petites, seulement 1/10 de la Voie lactée. Les premières galaxies qui se sont formées dans l'univers étaient des petites galaxies, des galaxies naines. Avec le temps, ces petits amas se sont regroupés pour former des galaxies de plus en plus grandes par fusion et accrétion. Ces galaxies naines se sont retrouvées prises dans un gigantesque embouteillage, en plein cœur de l'univers.
Au tout début de l'existence de l'univers, les interactions étaient beaucoup plus fréquentes qu'aujourd'hui, car les galaxies étaient beaucoup plus rapprochées. En se percutant, les petites galaxies en ont constitué de plus grandes avec des formes bien distinctes. La Voie lactée, qui abrite notre système solaire, est une galaxie spirale. Il existe aussi des galaxies elliptiques, et entre les deux, des galaxies lenticulaires. Les astronomes doivent ces classifications à Edwin Hubble, qui a donné son nom à l'un des plus grands télescopes de la NASA, le télescope spatial Hubble. Je pense qu'Hubble a dû bien s'amuser, car il n'y avait pas de système de classification officiel. Il a dû en inventer un. Hubble entreprend la tâche colossale de classifier les galaxies. Quand on a pour mission de classifier 90% des objets dans l'espace, on ne s'occupe pas trop des objets étranges. Qu'advient-il des 10% restants? Ils sont classés dans la catégorie objets irréguliers. On élimine les amas de débris. Et certaines galaxies ne ressemblent tout simplement à rien. Pendant des années, ces formations singulières restent dans cette catégorie. Mais une question demeure. Comment ces galaxies aux silhouettes étranges se sont-elles formées? Et y a-t-il un rapport avec les collisions cosmiques? Ce n'était pas vraiment une question importante à l'époque. La compréhension des galaxies spirales et elliptiques en était vraiment à ses balbutiements. Hubble se concentre sur les galaxies majoritaires, mais pense que les galaxies irrégulières méritent plus d'attention. Une vingtaine d'années après la classification de Hubble, les gens ont commencé à s'intéresser aux galaxies irrégulières. Les scientifiques se demandent d'où vient l'apparence étrange de ces galaxies. Certains pensent qu'elles représentent à un instant donné un événement violent et chaotique. La grande question, il y a 20, 30 ou 40 ans, était de savoir si ces objets se percutaient et se formaient comme on le comprend actuellement. Aujourd'hui, certains astronomes utilisent encore cette catégorie irrégulière. Le terme irrégulier est un terme fourre-tout. Il se réfère à la fois aux petites galaxies qui ont été tellement perturbées par la formation de leurs étoiles, qui ont brûlé une partie de leur gaz, que leur forme est irrégulière. Mais il se réfère aussi aux galaxies qui ont été bouleversées, par exemple par une collision. Ce terme englobe toute une variété de galaxies. Les formes étranges de certaines galaxies irrégulières s'expliquent par les effets de la gravitation à une échelle galactique. Lors d'une collision frontale, les plus grands objets de l'univers fusionnent. Les galaxies irrégulières sont la preuve que ces amas d'étoiles géants se percutent. La preuve que l'univers est déchiré par la destruction et le désordre. Mais que se passe-t-il au cœur des galaxies? Quelles autres collisions se produisent et comment pouvons-nous les observer? Car les collisions stellaires laissent des traces à travers tout l'univers. Et pourtant, les astronomes n'ont toujours pas réussi à les prendre sur le fait. Les galaxies irrégulières sont la preuve que les galaxies se percutent. Mais d'autres objets célestes entrent-ils en collision? L'univers est à la fois un lieu de naissance, un cimetière, et un champ de bataille où s'affrontent d'énormes corps célestes. Imaginons un scénario. À presque 3000 années-lumière de la Terre, deux étoiles sœurs partagent la même orbite depuis des millions d'années. Avec le temps, elles se rapprochent et se mettent à tourner à une vitesse proche de celle de la lumière. Un jour, elles se percutent et sont anéanties en quelques millisecondes. Elles génèrent alors une onde de choc qui enveloppe la Terre et détruit la moitié de la couche d'ozone, tuant tout sur son passage. C'est le scénario envisagé par certains astrophysiciens si une étoile à neutrons entrait en collision à proximité de la Terre. Et pour eux, 3000 années-lumière, c'est proche. Il a déjà été suggéré qu'au moins une des extinctions massives qu'a connue la Terre s'est produite à cause d'un événement similaire.
Certaines des collisions stellaires les plus violentes ont lieu entre deux étoiles à neutrons. Ce sont des résidus d'étoiles massives qui ont épuisé leur combustible nucléaire. La gravitation fait s'effondrer l'étoile massive. Au centre, des objets extrêmement denses se forment. Si denses que les électrons sont poussés dans les protons pour créer des neutrons. L'étoile à neutrons qui se forme au centre est le résidu, les cendres de cette étoile. Mais ces cendres contiennent des traces de vie. Après leur formation, certaines étoiles à neutrons se mettent à tournoyer ensemble dans une étreinte gravitationnelle. Elles forment ce qu'on appelle une étoile binaire. Pendant plusieurs millions d'années, les sœurs gravitent l'une autour de l'autre à plus de 1000 tours par seconde. Elles émettent des ondes gravitationnelles qui pompent toute l'énergie du système et les rapprochent de plus en plus, jusqu'à ce qu'elles soient si proches qu'elles n'ont plus d'orbite stable autour de laquelle graviter. Quand elles entrent en collision, elles dégagent plus d'énergie que notre Soleil n'en produira jamais tout au long de sa vie. Mais la collision est trop rapide pour être observée au télescope. Chez les étoiles à neutrons, la collision ne dure qu'un millième de seconde. Et puis, plus rien. Elles se touchent, elles explosent et c'est fini. La collision génère une énorme onde de choc à travers l'espace. De la Terre, elle ressemble à ce qu'on appelle un sursaut gamma. Cet événement très bref mais très puissant témoigne d'une des collisions les plus violentes de l'univers. Et pourtant, les scientifiques ne le comprennent que depuis peu de temps. Des sursauts gamma se produisent tous les jours dans le ciel. Donc, on surveille le ciel en permanence. On le sait depuis une quarantaine d'années. L'armée de l'air américaine a détecté ces sursauts gamma des années avant que la communauté scientifique n'apprenne leur existence. Les sursauts gamma ont été découverts totalement par hasard, par des satellites militaires. C'était à l'occasion du programme de dissuasion nucléaire dans les années 50 sous Dwight Eisenhower. Ce programme de dissuasion, commencé par le président Eisenhower, consiste à envoyer dans l'espace des satellites militaires pour traquer les explosions nucléaires. L'armée de l'air lance les premiers satellites Vela en 1963. Les nuages de radiation générés par une explosion nucléaire dégagent des rayons gamma. Ces détecteurs de rayons ont été les premiers à enregistrer des sursauts cosmiques de rayons gamma. En 1969, Ray Klebesadel, analyste dans l'armée de l'air, découvre d'étranges sursauts gamma enregistrés par les satellites Vela. De par leur intensité et leur durée, ils ne peuvent être attribués ni à la Terre ni au Soleil. Ils savaient qu'ils venaient forcément de quelque part. En 1973, quand Ray Klebesadel fait enfin part de ses recherches lors d'une conférence de la Société américaine d'astronomie, il dispose d'au moins 16 sursauts gamma confirmés. Mais il faudra attendre du matériel plus sophistiqué pour les observer. En 1991, la NASA lance l'observatoire à rayons gamma Compton, un satellite spatial conçu pour détecter les sursauts gamma. Les scientifiques espèrent prendre un sursaut sur le fait, pour l'identifier et déterminer ensuite s'il s'agit d'un type de collision cosmique. L'observatoire Compton a enregistré environ 2000 sursauts gamma et a permis de confirmer qu'il s'en produit en permanence. Mais il sert surtout à identifier rapidement le sursaut et à braquer tout de suite un télescope pour prendre une photo avant que le sursaut disparaisse. Car une explosion de rayons gamma disparaît totalement en quelques jours. 5, 4, 3, 2, 1. Allumage et décollage de la navette Swift en mission pour étudier et comprendre les sursauts gamma dans l'univers. En 2004, la NASA lance le télescope Swift dans l'espace pour détecter plus rapidement et donc analyser plus vite les sursauts gamma. Swift est un satellite équipé d'un gros détecteur de rayons gamma qui parvient assez bien à définir la provenance des rayons. Dès qu'il aperçoit un rayon gamma,
Il transmet les coordonnées à la base, puis fait scanner l'emplacement en question par un télescope à rayons X. En 2005, Swift détecte un sursaut gamma. En moins d'1 minute, il se repositionne pour observer son rayonnement. Simultanément, Swift envoie les coordonnées du sursaut à un réseau de télescopes sur Terre. L'un d'eux se trouve près du sommet du mont Palomar, à San Diego en Californie. L'observatoire de Palomar compare ces données avec des calculs fournis par une douzaine d'autres centres spatiaux. Ensemble, ils parviennent à identifier la raison potentielle du sursaut, une collision entre deux étoiles à neutrons. Comme les collisions stellaires durent entre 1 seconde et quelques heures, elles restent souvent mystérieuses. La collision en elle-même dure très peu de temps. C'est pour ça qu'il y a très peu de chances qu'on soit un jour capable, de notre vivant, d'observer des étoiles à l'instant même de leur collision. Mais on peut en observer les conséquences. Bien que les astronomes n'aient jamais assisté à une collision stellaire, ils savent qu'elles existent grâce aux traces laissées par cette guerre des étoiles. Les étoiles à neutrons ne sont pas les seules à se percuter dans la violence et la destruction. Même des étoiles naissantes peuvent générer un cataclysme intersidéral. Les étoiles mènent une existence violente, et pas seulement les étoiles à neutrons binaires, mais toutes les étoiles, de par la nature même de leur formation. La vie agitée d'une étoile commence avec la mort d'un nuage moléculaire ou nébuleuse. C'est une région très dense de gaz interstellaires. Dans ces nuages, des étoiles se forment, des planètes se forment. C'est le cas de notre système solaire. Les nuages moléculaires grossissent à mesure que leur force gravitationnelle attire plus de gaz et de particules, jusqu'à ce que leur densité soit si grande qu'ils s'effondrent pour former des étoiles. Une force extérieure générée par une collision ou les ondes de choc d'une supernova peut aussi entraîner l'effondrement des nébuleuses. En s'effondrant, le nuage devient de plus en plus dense et de plus en plus chaud au centre. Des recherches récentes situent la formation de la première étoile seulement 100 millions d'années après le Big Bang. Des astronomes pensent que certaines de ces étoiles se trouvent encore dans notre Voie lactée. Aujourd'hui, les chercheurs se concentrent sur des groupes compacts d'étoiles, appelés amas globulaires. Pour ceux qui étudient les collisions stellaires, ces amas sont la clé du mystère, car ils constituent le champ de bataille idéal. C'est comme quand on marche dans une rue pleine de monde. On finit par bousculer des gens. Quand les étoiles sont proches et nombreuses, elles se bousculent. S'il y a 100 milliards de galaxies dans l'univers, avec chacune une trentaine d'amas globulaires, le nombre de collisions stellaires possibles est phénoménal. Si on compte toutes les galaxies de l'univers, soit des centaines et des centaines de milliards de galaxies, et qu'on regarde dans combien de régions des collisions peuvent se produire, on obtient un chiffre très important. C'est un mystère enfoui dans l'un de ces amas globulaires qui a conduit les astronomes à une immense découverte. En 1953, des chercheurs remarquent des étoiles particulièrement lumineuses au sein d'un amas. Ces étoiles resteront une énigme pendant 40 ans. Les astronomes les baptisent traînardes bleues. Ces traînardes bleues présentent des caractéristiques très étranges. On les appelle traînardes parce que, contrairement à d'autres étoiles de la même masse dans l'amas, elles sont en retard sur leur évolution. Et elles sont bleues parce qu'elles sont plus chaudes que les autres étoiles de l'amas. Il semblerait que les traînardes bleues aient découvert la fontaine de jouvence. Les scientifiques sont confrontés à une énigme. Le télescope spatial Hubble, lancé par la NASA en 1990, va jouer un rôle clé dans leurs recherches. La résolution du télescope Hubble est tellement précise que si on observait Tokyo depuis New York avec, on arriverait à distinguer deux petites lucioles. C'est pour dire à quel point sa résolution est excellente. Les optiques de Hubble captent des images détaillées des traînardes bleues, qui ouvrent aux chercheurs la porte de leurs secrets. En observant ces étoiles individuellement, Hubble a réussi à évaluer leurs propriétés, par exemple leur masse,
leur vitesse de rotation, leur température, ce genre de choses. Les astronomes découvrent que leur masse, leur vitesse de rotation et leur température élevée ne peuvent avoir qu'une signification. On pense aujourd'hui qu'une traînarde bleue est probablement le résultat de la fusion de deux étoiles. Et cette fusion a pu se produire par le biais d'une collision directe, deux étoiles qui se percutent de front, ou par la collision de deux étoiles d'un système binaire qui tourne autour d'un centre de gravité commun. Prenons par exemple deux étoiles qui se percutent à plus de 800 000 km/h. La première étoile est absorbée par la seconde, et leur collision génère une onde de gaz et de débris qui envahit l'espace. Immédiatement, l'étoile fusionnée grossit et se met à brûler une grande quantité d'énergie. Il peut lui falloir 10 millions d'années pour se remettre de cette fusion violente et se stabiliser en une traînarde bleue. On avait enfin la preuve que deux étoiles pouvaient entrer en collision. C'est l'une des choses les plus incroyables dont les étoiles sont capables. Gravité. Quand elles entrent en collision, elles dégagent plus d'énergie que notre Soleil n'en produira jamais tout au long de sa vie. Mais la collision est trop rapide pour être observée au télescope. Chez les étoiles à neutrons, la collision ne dure qu'un millième de seconde. Et puis, plus rien. Elles se touchent, elles explosent et c'est fini. La collision génère une énorme onde de choc à travers l'espace. De la Terre, elle ressemble à ce qu'on appelle un sursaut gamma. Cet événement très bref mais très puissant témoigne d'une des collisions les plus violentes de l'univers. Et pourtant, les scientifiques ne le comprennent que depuis peu de temps. Des sursauts gamma se produisent tous les jours dans le ciel. Donc, on surveille le ciel en permanence. On le sait depuis une quarantaine d'années. L'armée de l'air américaine a détecté ces sursauts gamma des années avant que la communauté scientifique n'apprenne leur existence. Les sursauts gamma ont été découverts totalement par hasard, par des satellites militaires. C'était à l'occasion du programme de dissuasion nucléaire dans les années 50 sous Dwight Eisenhower. Ce programme de dissuasion, commencé par le président Eisenhower, consiste à envoyer dans l'espace des satellites militaires pour traquer les explosions nucléaires. L'armée de l'air lance les premiers satellites Vela en 1963. Les nuages de radiation générés par une explosion nucléaire dégagent des rayons gamma. Ces détecteurs de rayons ont été les premiers à enregistrer des sursauts cosmiques de rayons gamma. En 1969, Ray Klebesadel, analyste dans l'armée de l'air, découvre d'étranges sursauts gamma enregistrés par les satellites Vela. De par leur intensité et leur durée, ils ne peuvent être attribués ni à la Terre ni au Soleil. Ils savaient qu'ils venaient forcément de quelque part. En 1973, quand Ray Klebesadel fait enfin part de ses recherches lors d'une conférence de la Société américaine d'astronomie, il dispose d'au moins 16 sursauts gamma confirmés. Mais il faudra attendre du matériel plus sophistiqué pour les observer. En 1991, la NASA lance l'observatoire à rayons gamma Compton, un satellite spatial conçu pour détecter les sursauts gamma. Dans l'univers, les galaxies entrent en collision à 435 000 km/h. Tout est totalement anéanti. Un jour, la même chose se produira dans notre Voie lactée. Pour comprendre les galaxies, il faut comprendre la collision des galaxies. Car l'événement le plus violent de l'univers est la collision de deux galaxies. Les collisions. À échelle humaine, elles sont violentes et laissent dans leur sillage le chaos et la destruction. Plus la collision est violente, plus les dégâts sont considérables. Et dès que l'on quitte la planète Terre, l'échelle des collisions augmente considérablement. Des galaxies se percutent. Des trous noirs fusionnent, entraînant des feux d'artifice funestes.
Même notre galaxie avance inexorablement vers sa voisine la plus proche, Andromède. Les astronomes pensent que ces interactions violentes sont à l'origine de l'évolution de l'univers. Ce n'est pas simplement l'évolution normale de l'univers qui conduit aux événements que l'on voit et qui façonnent la nature du cosmos dans lequel on vit. Ce sont aussi les collisions occasionnelles entre deux galaxies, deux trous noirs ou deux étoiles. Pour que les choses s'ordonnent dans l'univers, il a fallu que les choses se désordonnent. Comment sait-on que ces collisions existent et qu'impliquent-elles pour l'avenir de notre planète? Les technologies d'aujourd'hui nous permettent d'observer ces phénomènes comme jamais auparavant et de comprendre leurs répercussions. Et chaque collision permet d'approfondir nos connaissances et de modifier notre compréhension de l'univers. La plus grande collision imaginable se produit entre les objets les plus massifs de l'univers, les galaxies. Une collision galactique évoque des images de destruction inégalées. Des étoiles pulvérisées, des planètes détruites, toute forme de vie réduite à néant. Mais que se passe-t-il réellement quand deux galaxies se rencontrent? Pour comprendre la collision des galaxies, il faut comprendre la dimension et la composition d'une galaxie. Un amas de gaz, de poussière, de planètes et d'étoiles. Beaucoup d'étoiles. Une galaxie est comme une ville d'étoiles. C'est un groupe de 200 milliards d'étoiles qui restent solidaires pendant des milliards d'années, maintenus par une gravitation mutuelle collective. Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 100 à 200 milliards d'étoiles et mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre, d'un côté du disque à l'autre. On pourrait donc traverser la Voie lactée en voyageant pendant 100 000 années-lumière. Mais que représente une année-lumière? Une année-lumière est tout simplement la distance que la lumière parcourt en une année. La lumière voyage à une vitesse extraordinaire, 300 000 km par seconde. Si on multiplie ce chiffre par le nombre de secondes dans une année, on obtient environ 10 000 milliards de kilomètres. Les distances en astronomie sont tellement énormes qu'on doit utiliser les années-lumière pour mesurer la distance rien qu'entre les étoiles. Un rayon de lumière qui voyage à 300 000 km par seconde mettrait donc 100 000 ans à traverser notre galaxie. Pendant les 4,5 milliards d'années de sa vie, le Soleil n'a fait le tour de la Voie lactée que 20 fois. Malgré ces distances immenses, les objets se percutent régulièrement dans l'univers, depuis les premières années de son existence. Les galaxies dans notre univers ont commencé à se former des centaines de millions d'années après le Big Bang, lorsque des amas d'étoiles et de gaz interstellaires ont fusionné sous l'effet de la gravitation. Ces premières galaxies étaient petites, seulement 1/10 de la Voie lactée. Les premières galaxies qui se sont formées dans l'univers étaient des petites galaxies, des galaxies naines. Avec le temps, ces petits amas se sont regroupés pour former des galaxies de plus en plus grandes par fusion et accrétion. Ces galaxies naines se sont retrouvées prises dans un gigantesque embouteillage, en plein cœur de l'univers. Au tout début de l'existence de l'univers, les interactions étaient beaucoup plus fréquentes qu'aujourd'hui, car les galaxies étaient beaucoup plus rapprochées. En se percutant, les petites galaxies en ont constitué de plus grandes avec des formes bien distinctes. La Voie lactée, qui abrite notre système solaire, est une galaxie spirale. Il existe aussi des galaxies elliptiques, et entre les deux, des galaxies lenticulaires. Les astronomes doivent ces classifications à Edwin Hubble, qui a donné son nom à l'un des plus grands télescopes de la NASA, le télescope spatial Hubble. Je pense que Hubble a dû bien s'amuser, car il n'y avait pas de système de classification officiel. Il a dû en inventer un. Hubble entreprend la tâche colossale de classifier les galaxies. Quand on a pour mission de classifier 90% des objets dans l'espace, on ne s'occupe pas trop des objets étranges. Qu'advient-il des 10% restants?
Ils sont classés dans la catégorie objets irréguliers. On élimine les amas de débris. Et certaines galaxies ne ressemblent tout simplement à rien. Pendant des années, ces formations singulières restent dans cette catégorie. Mais une question demeure. Comment ces galaxies aux silhouettes étranges se sont-elles formées? Et y a-t-il un rapport avec les collisions cosmiques? Ce n'était pas vraiment une question importante à l'époque. La compréhension des galaxies spirales et elliptiques en était vraiment à ses balbutiements. Hubble se concentre sur les galaxies majoritaires, mais pense que les galaxies irrégulières méritent plus d'attention. Une vingtaine d'années après la classification de Hubble, les gens ont commencé à s'intéresser aux galaxies irrégulières. Les scientifiques se demandent d'où vient l'apparence étrange de ces galaxies. Certains pensent qu'elles représentent à un instant donné un événement violent et chaotique. La grande question, il y a 20, 30 ou 40 ans, était de savoir si ces objets se percutaient et se formaient comme on le comprend actuellement. Aujourd'hui, certains astronomes utilisent encore cette catégorie irrégulière. Le terme irrégulier est un terme fourre-tout. Il se réfère à la fois aux petites galaxies qui ont été tellement perturbées par la formation de leurs étoiles, qui ont brûlé une partie de leur gaz, que leur forme est irrégulière. Mais il se réfère aussi aux galaxies qui ont été bouleversées, par exemple par une collision. Ce terme englobe toute une variété de galaxies. Les formes étranges de certaines galaxies irrégulières s'expliquent par les effets de la gravitation à une échelle galactique. Lors d'une collision frontale, les plus grands objets de l'univers fusionnent. Les galaxies irrégulières sont la preuve que ces amas d'étoiles géants se percutent. La preuve que l'univers est déchiré par la destruction et le désordre. Mais que se passe-t-il au cœur des galaxies? Quelles autres collisions se produisent et comment pouvons-nous les observer? Car les collisions stellaires laissent des traces à travers tout l'univers. Et pourtant, les astronomes n'ont toujours pas réussi à les prendre sur le fait. Les galaxies irrégulières sont la preuve que les galaxies se percutent. Mais d'autres objets célestes entrent-ils en collision? L'univers est à la fois un lieu de naissance, un cimetière et un champ de bataille où s'affrontent d'énormes corps célestes. Imaginons un scénario. À presque 3000 années-lumière de la Terre, deux étoiles sœurs partagent la même orbite depuis des millions d'années. Avec le temps, elles se rapprochent et se mettent à tourner à une vitesse proche de celle de la lumière. Un jour, elles se percutent et sont anéanties en quelques millisecondes. Elles génèrent alors une onde de choc qui enveloppe la Terre et détruit la moitié de la couche d'ozone, tuant tout sur son passage. C'est le scénario envisagé par certains astrophysiciens si une étoile à neutrons entrait en collision à proximité de la Terre. Et pour eux, 3000 années-lumière, c'est proche. Il a déjà été suggéré qu'au moins une des extinctions massives qu'a connues la Terre s'est produite à cause d'un événement similaire. Certaines des collisions stellaires les plus violentes ont lieu entre deux étoiles à neutrons. Ce sont des résidus d'étoiles massives qui ont épuisé leur combustible nucléaire. La gravitation fait s'effondrer l'étoile massive. Au centre, des objets extrêmement denses se forment. Si denses que les électrons sont poussés dans les protons pour créer des neutrons. L'étoile à neutrons qui se forme au centre est le résidu, les cendres de cette étoile. Mais ces cendres contiennent des traces de vie. Après leur formation, certaines étoiles à neutrons se mettent à tournoyer ensemble dans une étreinte gravitationnelle. Elles forment ce qu'on appelle une étoile binaire. Pendant plusieurs millions d'années, les sœurs gravitent l'une autour de l'autre à plus de 1000 tours par seconde. Elles émettent des ondes gravitationnelles qui pompent toute l'énergie du système et les rapprochent de plus en plus, jusqu'à ce qu'elles soient si proches qu'elles n'ont plus d'orbite stable, autour de laquelle